Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. Depuis quelques années, plusieurs chantiers ont été lancés en Côte d'Ivoire, lui donnant un nouveau visage. Ce soir, nous allons faire un gros plan sur le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, qui, depuis plus de 40 ans, contribue à la réalisation des infrastructures de la Côte d'Ivoire. À Abidjan, pour ne citer que la capitale économique, plusieurs routes ont été construites, des ponts, des échangeurs, comme l'échangeur du carrefour Solibra ou le troisième pont. Plus de 1000 personnes travaillent chaque jour au BNET. Toutefois, vous êtes nombreux à ne pas comprendre quel est le rôle que joue le BNET en Côte d'Ivoire. L'une de ses missions est l'assistance conseil à l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de divers projets de développement. Alors, quelles sont les autres missions du BNET? En quoi est-il important dans la mise en œuvre et le suivi des travaux? Quel impact a-t-il sur votre quotidien? Quels sont les enjeux et les perspectives de cette institution? Ce soir, je vous invite à me suivre sur différents chantiers supervisés par le BNET à travers ce document inédit réalisé par les équipes de Sopron. Depuis une dizaine d'années, les grands chantiers se multiplient sur tout le territoire ivoirien. Pour les mener à bien, l'État fait confiance à une entreprise d'experts en travaux, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Sa mission, superviser et s'assurer de la qualité des travaux. Mais malgré 40 années de présence sur les chantiers, le rôle du BNET et ses 1000 employés reste incompris de la population. Bonjour monsieur. Oui. Excusez, vous je allez veux me garer chez moi. Chez vous, c'est où? C'est dans 20 mètres ici. 80 mètres d'où? Chez vous, 20 c'est mètres où? ici. 20 mètres, c'est où? Ici. Lorsque vous allez rentrer, excusez-moi, vous savez, ça fait plus de 10 mois que nous travaillons ici. Avant, là, la route n'était pas aussi jolie comme ça pour que vous ayez accès chez vous. Bref. On ne peut pas travailler, vous causer des désagréments. Aujourd'hui, là, on a dit de 10h à midi. Pardon, On laisse-moi, va je vais me garer, pardon. Vous allez où? Je vais chez moi ici, là, Oui. juste là où il y a le panneau stop. Là où il y a le panneau stop. Vous aviez été prévenu de ce qui se passe? Non. Non? Non. C'est la première fois que vous êtes bloqué sur ce passage? Non. Non? Manque d'informations, incompréhension, incivilité. Entre le BNET, la population et les entreprises de construction, les rapports sont tendus. Patrice Agouawé est ingénieur-chef de mission pour le BNET. Ce jour, boulevard de Marseille, dans le sud d'Abidjan, l'ambiance est électrique. Mais c'est pas normal, c'est ce que je suis en train de dire. Écoutez, mais on n'accepte pas, on s'en fout. Lui, il est qui? On s'en fout, il est qui? Moi, je vous dis, nous, on a été mandatés aussi. Il faut que les gens nous respectent. C'est pas de 10h, 14h là, qui va créer problème à qui? Ça fait plus de 10 mois que nous travaillons ici, mais nous permettons aux gens d'accéder aux résidences. Si on dit de 10h à 14h, c'est fermé. Que les gens acceptent? Où est le problème? 300 mètres de route bloquée de 10h à 14h, dans un secteur où la circulation est très dense. Plus de 9000 voitures passeraient chaque jour sur ce tronçon. Difficile dans ces conditions de faire appliquer les règles. Conséquence, les travaux ont déjà pris 1 heure de retard. L'objectif principal de la mission de ce matin, c'est d'aller faire un essai pour se rassurer que le matériau que nous allons mettre sur la route, c'est-à-dire la couche finale que nous allons mettre sur la route et qui va servir de couche de roulement finale, il faut que nous allions faire un essai sur une petite planche pour s'assurer qu'elle respecte les normes exigées par le contrat. Et à partir de cela, nous allons maintenant l'exécuter sur l'ensemble de la route que nous sommes en train de construire. Tester les matériaux utilisés sur les chantiers, voici l'une des missions du BNET. Créé en 1978 par l'État de Côte d'Ivoire, le BNET a 3 missions principales. Assister et conseiller l'État ivoirien dans la programmation et la mise en œuvre de sa politique de développement des infrastructures, apporter un appui technique aux maîtres d'ouvrage pour la planification de projets d'infrastructures, assurer la maîtrise d'œuvre et de contrôle des travaux, de la conception à la mise en œuvre effective des projets. Patrice supervise 3 axes routiers.
Sur l'un d'eux, il découvre un réseau de câbles électriques anarchiques qui n'apparaissait pas dans les plans. Il faut les informer, ils vont venir voir. Ils n'ont pas venir assister à ça. Parce que s'ils n'assistent pas à ça, après, ils vont venir dire qu'on a gâté leur regard, on a cassé leur truc. Pourtant, c'était là et puis on est en train de rehausser. Voilà, vous avez vu, tout est nickel. On fait le ferraillage, il reste à coffrer et puis couler. Voilà. Donc ça, c'est des réseaux que nous avons découverts pendant les travaux de terrassement. Tout ça, ce n'était pas répertorié sur les plans d'exécution. Et donc, quand dans l'exécution des travaux, nous découvrons de tels réseaux, le temps de retrouver le concessionnaire en question pour venir faire des travaux, c'est du délai que nous perdons. Et toutes ces petites activités-là nous causent énormément de retard. Patrice contrôle les travaux de tout un quartier. Ce chantier s'étend sur 10,2 km. Il est divisé en 3 axes routiers. La rue Pierre et Marie Curie sur 1,2 km, la rue Thomas Edison sur plus d'1 km et le boulevard de Marseille sur 7,8 km. Mais sur ce site, les mauvaises surprises s'accumulent. Des installations électriques et de téléphonie non déclarées, invisibles sur les plans du Bénet, retardent considérablement ces chantiers. Ce technicien d'une entreprise de télécommunications interpelle Patrice. Le câble internet de l'un de ses clients a été sectionné. La fibre a été cassée où? Notre fibre optique qui a été cassée lors des sectionnés, lors des travaux. Et donc on a été un peu alertés. Ça, on a fait ça fait combien de mois? Ouais. Pas 2 mois. Mais depuis plus d'1 mois, vous êtes... Oui. Non, le truc marchait. Oui. Arrête de dire depuis plus de mois. Le truc, Oui. quand la fibre marche, Oui. la connexion est constante. Oui. Donc depuis le semaine passée, Oui. la m'a alerté pour me dire qu'il y a une coupure, il n'arrive plus à avoir le réseau Oui. à Cap-Sud. D'accord. Je viens d'être informé. Moi, c'est pour ça que je pose les questions. Ça a été fait quand? Quand est-ce que vous avez constaté? Et pourquoi est-ce que depuis le temps vous n'avez pas dit? Moi, je vais analyser, je vais regarder et puis je vais vous faire un retour. Ces multiples obstacles ont déjà engendré 11 mois de retard et des pertes à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Pas un chantier qui n'ait son lot de problèmes. Le Bénet est maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il supervise les travaux effectués par d'autres entreprises. Désormais, c'est une fosse septique appartenant à une boîte de nuit qui menace de boucher les nouveaux caniveaux. Il faut enlever ça. L'entreprise ne peut pas travailler ici. Ils vont faire comment pour faire les terrassements? Ils veulent poser les pavés. Ici, c'est le domaine public. Donc on va les contacter. Voilà, on va les contacter pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une formule pour pouvoir trouver un endroit où on peut réimplanter ça là-bas. Quand vous découvrez un obstacle comme là, la fosse septique, Oui. quel est votre rôle auprès de l'entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit gérer le problème? Lorsque nous rencontrons un obstacle dans l'exécution des travaux, l'entreprise nous fait une proposition de résolution de ce problème. Et nous avons pour mission d'analyser la pertinence de cette solution technique proposée. Conséquence, les travaux sont stoppés. L'établissement responsable de cette problématique est fermé. Il faudra revenir dans la soirée. Ces nouvelles infrastructures sont réalisées par des investisseurs étrangers, comme le Maroc, la France et la Chine, qui a offert ce stade olympique. Un édifice qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de recevoir la CAN en 2023. Voici Afficiata Diomandé, ingénieure-chef de mission au Bénet. C'est elle qui supervise le chantier d'Ebimpe, au nord d'Abidjan. Pendant son inspection matinale, elle constate un problème sur la pelouse. C'est bas? D'accord. Sinon, l'autre côté avait bien marché. Qu'est-ce qui pose problème? Ils peuvent relever un peu. Non, c'est le niveau. Non, il y a Un décalage de niveau. Voilà. Qui peut gêner. Sous ce carré de gazon synthétique se trouve un cube de béton servant à évacuer les eaux de pluie. Dans le métier, on appelle cela un regard. On peut relever un peu le niveau entre le regard et la pelouse. Cette anomalie doit être réglée par l'entreprise chinoise de construction. Afficiata appelle le chef de chantier pour venir constater le problème en présence de Juliette Abbé, chef du département infrastructure de l'ONS, l'Office national des sports. C'est cet organe qui va exploiter le stade.
Mais entre Chinois et Ivoiriens, la barrière de la langue complique les discussions. Une interprète est donc toujours présente. Florence, on a visité un peu les regards. Celui-là, c'est le premier regard qu'on a, le premier échantillon. Là, ça marche, mais les autres là sont plus bas. Plus bas. Il dit l'autre, c'est pas encore fini. Ok, les autres sont pas finis. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire ça comme le premier. Si tu ne comprends pas quelque chose, là, tu nous demandes. Hein? Voilà. Oui. Si tu ne comprends pas le français aussi, tu nous demandes. Et puis, tu vas traduire ça bien en chinois pour lui. Florence Liu travaille depuis 3 ans sur le chantier du stade. Et en tant qu'interprète, elle se retrouve systématiquement au cœur de discussions très techniques et parfois conflictuelles entre les Ivoiriens et les Chinois. Oui, concernant les problèmes techniques, c'est difficile. Mais quand même, c'est intéressant entre les deux langues. Ouais. Ça va, c'est pas trop dur pour vous? Dur? Non, non. Oui, au début, c'est dur, mais j'ai travaillé ici il y a 3 ans. Donc, oui, j'ai l'habitude de faire. Oui, vous vous connaissez bien maintenant? Oui, on se connaît bien maintenant et on n'a plus envie de se quitter. Voilà. C'est ma maman. Afficiata poursuit l'inspection du stade avec l'Office national des sports et l'entreprise chinoise. Il découvre un nouveau problème. Un panneau d'évacuation ne respecte pas les normes internationales. Voilà. Ça doit être ici, en haut ici. Voilà. De telle enseigne, 3 mètres. et puis 3 mètres. À la hauteur. Il n'est pas que si quelqu'un vient qui veut arracher, savoir comment l'arracher. 这一着火的时候，这中国哥的一着火的上面全是烟，就在底下。 Partout où c'est en bas comme ça, il faut corriger. Réfléchis un peu le cas de feu. Quand c'est au secours, on doit sortir en bas. Donc on voit en bas, on voit pas. En haut, il y a tout des fumées, tout est noir. Quand il y a un danger, on ne le fait pas en bas, on le fait. Non. Non, on ne court pas. Non. Oui, ici, non. Ici, là. Chez vous, là, quand vous courez, là, vous courez en bas comme ça. On ne court pas en bas. Là, quand il y a le feu, on court, là, on regarde en haut. Et puis on cherche à attirer On peut pas. Tu vois? Non, ça, c'est sûr. Tu regardes comme ça en bas. Non. Chez nous, On court. On peut demander un peu incendie. Oui. Les Mais experts. incendie, Non. ils ont déjà dit ça. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'on met en haut. C'est bizarre, parce qu'en Chine, tout est en bas. La majorité des problèmes rencontrés sur ce chantier sont liés aux différences de normes entre les deux pays. Toute entreprise réalisant des travaux en Côte d'Ivoire doit se plier aux règles locales. Et le Bénet veille au grain. Ils veulent faire ce qu'ils font là-bas chez eux. Voilà. Ils veulent nous imposer ça en fait. En plus, il y a l'air d'avoir des petits problèmes de traduction. Oui, c'est ça. Donc, ils ne comprennent pas sûrement ce qu'on leur demande. Et en fait, ils n'étaient pas au courant des normes ivoiriennes. Non, ils ne voulaient même pas le faire. Mais il fallait qu'ils nous demandent depuis longtemps. Quand on leur a dit de faire monter, de changer, ils ne nous ont pas demandé les normes. Sinon, quand ils nous demandent, on leur donne. Ouais, d'abord, il y a diligence entre les normes chinoises et les normes françaises. Et deuxième, c'est la langue. C'est un peu difficile pour nous, pour la communication. Selon la norme de sécurité, le panneau doit être fixé au-dessus de la porte. Et pour qu'il soit remis à la bonne hauteur, Afficiata doit faire parvenir la norme jusqu'au siège de l'entreprise chinoise, à Pékin. Mais pendant les discussions, elle reçoit un message. Un vol vient d'être commis. Le topographe vient de se faire voler. Oui, ils ont volé son appareil pendant qu'il était en train de travailler. Côté sud. Donc il faut qu'on informe les gendarmes. Oui, oui, il dit environ 20 millions. C'est vous qui vous en occupez? On nous informe en tant que responsable du projet. Nous, on a le devoir de coordonner ces activités, de régler les contentieux. Voilà, donc on va voir les Chinois, après on va poursuivre ça. Afficiata doit interrompre l'inspection du chantier.
Il faut trouver une solution à cette situation. Quelques minutes plus tard, l'ouvrier volé se présente au bureau de l'ingénieur. Vers 13h40, pendant que tout le monde travaillait, 2 jeunes Ivoiriens sont entrés dans l'enceinte du chantier. Et avec un couteau, ils sont venus nous raqueter l'instrument qu'on utilisait. C'est le seul que nous avons sur le site. On ne peut plus travailler. L'ouvrier travaillait sur ce parking avec un appareil de mesure. Les voleurs, 2 anciens ouvriers, sont passés par-dessus cette barrière. Apprenant qu'ils sont recherchés, ils se débarrassent de l'outil et indiquent aux gendarmes où le trouver, une semaine plus tard. Pour Afisiata et Mariam Kone-Yoda, directrice générale de l'ONS, c'est un nouveau défi, sécuritaire cette fois-ci. Avec tous les équipements qui sont placés là-bas, il y a des ouvriers qui ont travaillé, qui connaissent ce bâtiment-là comme leur poche. Ce sont eux qui seront les indices des malfrats. C'est ça. On place des gendarmes là-bas, à tous les coins. C'est tranquille. Ces guérites de gendarmes, qui serait en charge de les installer? C'est le maître d'ouvrage, l'ONS. Parce que l'ONS est en charge de toutes les infrastructures civiles de l'État. Donc on va demander le budget, quoi. Il faut renforcer cette clôture-là. On pense que c'est pas suffisant. Afisiata reprend l'inspection du chantier. Les derniers détails doivent être réglés avant la livraison prévue pour 2020. Au total, 3 ans de travaux pour donner naissance à ce stade de 60 000 places, le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement quand vous voyez ce stade-là devant vous, presque fini? C'est une grande fierté, un très grand plaisir de voir avec un dur travail. Et pour moi, en tant que femme, c'est comme un bébé que j'ai mis au monde, que j'ai vu grandir et qui est prêt à rentrer dans la vie active, qui est la réception des matchs. Voilà le sentiment que j'ai profondément. Livrer un tel chantier est un véritable chemin de croix, qui commence toujours ici, dans la commune de Cocody, à Abidjan. Nous sommes au siège du Bénet. Edwige Adingra, ingénieure en bâtiments et travaux publics, rejoint son équipe d'experts. Ce matin, elle leur présente un nouveau projet d'extension d'une route, du boulevard de Marseille jusqu'au boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Le délai pour l'étude, c'est de 3 mois. Déjà, pour le moment, on a essayé de faire un plan pour délimiter la zone du projet. Donc, on vous enverra déjà ce plan et on envisage faire une visite de reconnaissance de site pour mieux apprécier les contraintes. Donc, déjà, quelles sont vos disponibilités? Si c'est possible qu'on fasse cette visite-là dans la semaine, vu que le délai du projet est court, il faut qu'on avance rapidement. La première chose importante, c'est d'abord l'étude de trafic de Bromani. Donc on a besoin en toute urgence des retours de nos équipes de trafic, nos experts sociologues et environnementalistes sur les impacts potentiels qu'on va avoir. Autour de cette table, que des experts en infrastructure, environnement, énergie et bâtiments. Des ingénieurs qui doivent tenir compte des populations vivant aux alentours des chantiers afin de ne pas bouleverser leur quotidien. Pour le moment, on envisage déjà 2 options. Donc déjà au niveau, ici c'est le rond-point du carrefour Pergola. Donc on envisage 2 options. Soit aménager le rond-point et puis renforcer la route existante, ou une option où on passera sur la lagune pour rejoindre le carrefour ancien Koumassi, le carrefour de Lozère. Donc déjà, on a déjà échangé sur ces 2 orientations. On va regarder encore si on peut proposer d'autres options ou si ces options sont viables déjà. Donc vous allez recevoir déjà les esquisses de tracés que vous puissiez regarder aussi. Vous avez des questions? Oui, est-ce que les questions de connexion au boulevard jusqu'à d'Estaing sont indiquées aussi dans les thèmes de référence en termes d'évaluation du fonctionnement du carrefour? Parce qu'on a quand même quelques congestions sur le boulevard Mitterrand et, excusez-moi, le boulevard jusqu'à d'Estaing déjà. Si on doit faire une connexion sur le boulevard jusqu'à d'Estaing,
il faut véritablement avoir un point de vigilance sur le fonctionnement de la connexion boulevard jusqu'à l'Est. D'accord, bon, c'est dans cela que lorsqu'on fera l'étude de trafic, on pourra mieux répondre à cette question. C'est pour ça que déjà on parle de deux options. Je veux dire, si on voit que c'est compliqué de se connecter au boulevard jusqu'à Destin, au niveau du carrefour Ozer, l'option sur la lagune, on va plutôt essayer d'aller vers le carrefour Aquaba. Cet élargissement des voies vise à décongestionner cette zone de la commune de Marcory, où le trafic augmente constamment. Les résultats qui seront produits dans 3 mois par ces experts permettront au chef de mission du Bénet de piloter les travaux. Nous sommes sur l'axe routier Abidjan-Bingerville. Ici, des travaux de réhabilitation et d'élargissement de la voie sont en finition. Avant de livrer le chantier, le laboratoire du Bénet doit évaluer la qualité des travaux. Pour cela, Yao Cabran, chef du laboratoire, prélève ce qu'ils appellent dans leur jargon des carottes de bitume. Les carottes vont servir à faire quoi? C'est quoi les carottes? Les carottes, si vous voulez, c'est des prélèvements de bitume. Voilà, ça veut dire que le bitume est déjà mis en œuvre. Donc on va venir, si vous voulez, couper une partie qu'on appelle des carottes pour aller faire des tests labo. Donc le test vise 2 objectifs. D'abord, voir l'épaisseur qui a été mise en œuvre et est-ce que ça respecte les cahiers des charges, est-ce que ça a été bien compacté. Le compactage consiste à resserrer les grains de bitume pour enlever les bulles d'air. Et comme le veut la norme, ces bulles d'air doivent atteindre 2% maximum du volume du bitume pour qu'ils soient lisses et solides afin d'éviter les fissures. 5 couches composent une chaussée. La couche de forme qui solidifie le sol avec lequel elle est en contact. La couche de fondation et la couche de base jouent le rôle d'amortisseur et résistent aux charges. Vient ensuite la couche de liaison qui sert à coller les couches entre elles. Et enfin, la couche de roulement, la partie supérieure de la chaussée. Pourquoi vous faites plusieurs prélèvements sur la même voie? Pour plusieurs raisons. Non seulement la couche n'a pas été mise en œuvre le même jour, donc c'est plusieurs jours. Donc ça veut dire qu'il peut arriver que la production d'aujourd'hui n'est pas la même qualité que la production d'hier ou bien de demain. Oui. Deuxième raison, chaque 500 mètres, on fait un prélèvement, en fait, pour être plus dans la sécurité. Parce que si je fais un seul prélèvement, qu'est-ce qui prouve que où j'ai fait, le reste c'est bon. Ah, on a fini. Donc je souhaiterais que demain, les tests se fassent de manière contradictoire. C'est-à-dire qu'en présence de l'entreprise. Voilà, donc on va placer ça à 9h au labo central. La présence de l'entreprise d'exécution des travaux est obligatoire afin que les résultats soient incontestés. Rendez-vous est donc pris le lendemain à 9h. Retour sur le boulevard de Marseille. Nous retrouvons Patrice, chef de mission au Bénet. Il attend un chargement un peu particulier. Dans ce camion, un matériau venu d'Allemagne, utilisé pour la première fois en Côte d'Ivoire. Faites attention, c'est la géogris. C'est un matériau d'anti-fissure que nous mettons entre 2 couches bitumineuses pour éviter le faïençage du revêtement. C'est-à-dire les fissures? Les fissures dans le revêtement. Afin de solidifier la route et empêcher la formation de cassures, la géogrille est placée entre la couche de base et la couche de roulement, celle sur laquelle les voitures vont rouler. Chaque mètre carré coûte 3 500 francs CFA. Sur le chantier, l'arrivée de la géogrille est un événement. Si les tests sur ce tronçon s'avèrent concluants, ce matériau pourrait être une solution durable pour retarder la dégradation des routes. Vous voyez ce camion, c'est le camion qui transporte la bouillie, c'est-à-dire la colle. Nous l'appelons l'émulsion, c'est la colle que nous mettons sur le sol support pour que l'autre matériau que nous mettons dessus puisse s'adhérer. Et voilà. Et donc nous allons répandre cette colle-là sur le support que vous voyez. Et après avoir répandu cette colle, nous allons dérouler la géogrille. La pose de la géogrille est une étape délicate pour les ouvriers qui ne connaissent pas ce matériau. Pour que le tapis soit bien plaqué, il ne faut surtout pas que des bulles d'air se forment à la surface. Lorsqu'il y a des bulles d'air dans le matériau déroulé, nous utilisons les balais pour chasser ces bulles d'air-là, pour que le matériau se colle spécifiquement très bien avec le support sur lequel on va tirer l'enrobé.
Grâce au travail d'une dizaine d'ouvriers, 300 mètres de géogrille ont été disposés en moins d'1 heure. L'opération est réussie, de quoi réjouir Patrice. Nous passons à quelle phase là? D'accord, nous sommes à la dernière phase. La phase de l'exécution de l'enrobé, c'est-à-dire le dernier revêtement sur lequel les usagers vont rouler définitivement. C'est à cette phase-là que nous sommes. Raison pour laquelle vous voyez que nous commençons à sourire un peu, parce que nous sommes au bout de la chaîne. Acheminé par camion, le bitume est déversé sur la géogrille à une température moyenne de 150 degrés. Romari, il y a qui pour sabler avec eux? Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur Agbouaoué, de voir la route là comme ça qui s'établit au fur et à mesure, même si c'est un test? Je suis un peu tendu, mais ça commence à aller. Voilà. Pourquoi vous êtes tendu? Oui, parce que je suis à la dernière couche et j'ai pas droit à l'erreur. C'est la perfection totale. Parce que dès qu'on a un petit souci ici, même si tu corriges, ça laisse une petite imperfection derrière. Et donc, je veux finir avec les détails près. Une finition impeccable. Voilà, c'est pour ça que je suis juste tendu. La géogrille est une technologie de pointe qui représente une avancée majeure dans la construction des routes. Une fois les travaux finalisés, agrandissement et renforcement des matériaux, le boulevard de Marseille pourra accueillir jusqu'à 35 000 véhicules par jour sans craindre que la route ne soit abîmée. Soit 4 fois plus d'automobilistes qu'aujourd'hui, de quoi désengorger le quartier. Et pour Patrice, cela représente aussi un investissement humain. Monsieur Agbouaoué, comment est-ce que vous gérez votre vie de famille avec ce métier qui est très prenant au quotidien? C'est vrai, notre métier il est très prenant et il est difficile de pouvoir être présent à 100% à la maison. C'est quoi le plus compliqué pour votre famille, justement? Le plus compliqué pour ma famille, c'est de ne pas me voir au quotidien. J'ai 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Souvent, je viens au chantier avec eux. Les week-ends où ils ne vont pas à l'école, je viens au chantier avec eux. Je viens leur expliquer, voilà ce que papa fait. C'est pour cela que papa n'est pas là. Donc, j'essaye de leur faire comprendre que le plus important, c'est de travailler pour le bénéfice de nos prochains. La journée n'est pas terminée pour Patrice, qui devra revenir de nuit pour contrôler l'avancée des travaux. Yopougon GESCO, laboratoire central géotechnique du Bénet. Nous retrouvons Yao Cabran, le chef du laboratoire qui a fait des prélèvements sur la route de Bingerville. Il est en compagnie d'un représentant de l'entreprise d'exécution des travaux. Monsieur Cabran, on vous retrouve aujourd'hui avec les prélèvements. On va passer aux analyses, c'est cela? Oui, c'est ça, effectivement. Comme je l'ai dit hier, qu'aujourd'hui, les essais allaient se faire de manière contradictoire. C'est-à-dire que simplement, on va faire les essais ensemble et les résultats issus de ces tests-là seront un consensus. Voilà, ça, nous tous, nous sommes d'accord, nous allons signer le PV ensemble. Donc lui, c'est M. Amemou. Donc c'est avec lui que nous allons suivre les différents tests. La première vérification que nous devons effectuer, c'est d'abord l'épaisseur. L'épaisseur. Pour voir si c'est bon. Si non, est-ce que c'est ce qui a été demandé dans le marché qui a été mis en œuvre? D'accord, donc les normes. Les normes. Voilà. Okay. Et le deuxième test que nous allons faire, la deuxième mesure, c'est de déterminer la masse volumique des différentes éprouvettes. On va faire les essais ensemble et les résultats issus de ces tests-là seront un consensus. Voilà, ça, nous tous, nous sommes d'accord, nous allons signer le PV ensemble. Selon le cahier des charges du Bénet, la hauteur du goudron doit être de 6 cm et le compactage supérieur ou égal à 98%. C'est-à-dire que dans le goudron, il doit y avoir 98% de bitume et 2% d'air. Ici, nous sommes dans quelle salle? Ici, nous sommes dans ce que nous appelons communément notre salle de noir. En fait, tout ce qui est noir, on appelle noir tout ce qui est enrobé. Ce que les gens appellent communément le goudron. C'est ici qu'on fait les tests sur le goudron. Les carottes de goudron seront analysées sous toutes les coupes, en commençant par mesurer la hauteur. Moyenne 15,08. 15,08. Ok.
recoller le... Qu'est-ce que représentent les mesures que vous êtes en train de prendre? Nous sommes en train de prendre la hauteur de la carotte. Donc, comme c'est... Vous voyez que souvent la surface de contact n'est pas forcément lisse. Voilà, donc on prend 6 mesures et on fait la moyenne. Donc c'est la moyenne qu'on retient qui représente... La moyenne doit correspondre à des normes également? Non. Ici, ce qu'on contrôle ici, en fait, si vous voulez, c'est pour vérifier les exigences du marché. Le marché a demandé 6 cm. Est-ce qu'il y a eu vraiment 6 cm qui ont été mis en œuvre? Veiller au respect des normes, c'est le rôle du Bénet dans ce laboratoire. La hauteur enregistrée, place à la pesée, qui se fera aussi dans l'eau afin de tester la résistance du matériau en cas d'intempérie. On va faire une deuxième série de pesées, mais cette fois-ci, l'autre pesée qu'on a fait, vous avez vu que c'est par-dessus de la balance. Ça, c'est pesé à l'air libre. Maintenant, nous allons faire une deuxième pesée qui sera une pesée hydrostatique. Ça veut dire qu'on va peser la même éprouvette accrochée sous la balance et dans l'eau. Analyse terminée, direction la salle de calcul pour comparer les résultats. Tous les calculs sont finis. Est-ce que les résultats répondent aux normes que devait respecter justement la structure de construction? Oui, je crois bien que la plus petite valeur que nous avons, c'est 80... on a une valeur 96 ici. Mais comme je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas le cahier des charges du chef de mission. Donc, arrivé là-bas, en fonction de tous les résultats obtenus, vous avez vu que nous, on signe seulement pour dire voici les résultats. Mais nous, on ne se prononce pas. La norme de 98% de compactage est obligatoire pour la chaussée. Tandis que pour la bordure, appelée accotement, elle peut atteindre 95%. Le représentant de la structure est satisfait au vu des résultats. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats qui sont là? Les résultats me concernant, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Le marché demande une densité, une suture supérieure ou égale à 98. Mais là, de façon générale, je pense qu'on est... oui, on respecte comme on appelle les 98 de façon générale. Aucune objection aux résultats, chacune des parties peut les transmettre à sa hiérarchie. Les travaux pourront se poursuivre jusqu'au prochain test. 22h, boulevard de Marseille. Nous retrouvons Patrice qui démarre son inspection des travaux de nuit. Direction la rue Pierre et Marie Curie, au carrefour de Cap-Sud. Ce soir, l'une des dernières couches de béton doit être posée. Mais à son arrivée, Patrice constate que l'une des voies a été abîmée par un véhicule de travaux. Impossible de couler le béton. Vous avez enlevé tout ça. Oui, ça. Vous ne pouvez pas exécuter la couche de fondation, de base sur ça là. C'est pas possible. Tu vois, vous avez foisonné tout le matériau. Oui, on doit couper le matériau, mais c'est pas comme ça. Tu vois, ici, regarde ici. Ici. Tu vois que cette couche-là, j'arrive à l'enlever facilement. Et sur cette couche, on ne peut pas mettre de l'enrobé. Pourtant, ici, ça, vous voyez ça? Ça, c'est déjà dur. Sur ça, on peut mettre la couche. Nous avons déjà fait les essais et nous avons suivi l'exécution de cette couche. Pourquoi, lorsque vous venez couper, vous ne faites pas attention et puis vous dégradez tout? C'est devant le Cap Sud, là, ils ont fait une rampe. C'est la rampe là qu'on a enlevée. Oui. Si on n'a pas décaissé encore. Mais ce que tu vas... Non, mais en enlevant la rampe là, vous n'avez pas fait attention pour trouver le dû. Le dû est là. Vous avez foisonné tout. Donc demain, quand vous n'allez pas tirer là, vous allez remettre encore rampe. Il faut que vous remettez la rampe pour que les gens puissent entrer à Cap Sud. Conséquence de cette faute d'inattention, la voie ne pourra pas recevoir de béton cette nuit. Un seul tronçon pourra être réhabilité. Mais là encore, Patrice n'est pas au bout de ses surprises. De quoi? Le... Quel balayeur? Le balayeur. Le balayeur ne fonctionne pas. Il y a une petite patte dessus là, il y a des calcaires dessus. Ah, le balai que je vois là. D'accord. Là, du coup, on prend un retard dans le démarrage de notre activité parce qu'il y a la balayeuse
qui doit balayer énergétiquement la couche de fondation est en panne. Donc les mécaniciens sont à pied d'œuvre pour solutionner cette panne. Donc tant que nous ne balayons pas la plateforme, la fondation qui est là, nous ne pouvons pas démarrer la couche de base que nous devons mettre. Le chantier est à l'arrêt et faute d'engins fonctionnels, les ouvriers balaient la chaussée à la main. Sans cela, impossible de poser le bitume. De leur côté, Patrice et un collègue en profitent pour s'éclipser. Ils se rendent sur le chantier stoppé dans la matinée à cause d'une fosse septique non répertoriée. Reste à rencontrer les propriétaires de l'établissement en cause. Tu vois déjà? Non, je ne sais pas où on va placer ça. Ouais. Comment? Je sais qu'on va placer ça quelque part là-bas. Quelque part là-bas, c'est bon ou bien? Il faut que ça quitte carrément ici. Ah, donc tu mets ça à l'intérieur. Ça, c'est le trottoir. Il faut que ça quitte carrément. Parce que nous, vous avez vu les machines qu'on envoyait là, on a commencé à faire des travaux de terrassement. Donc quand on va même pour aller en bas, on va enlever. Alertée par l'arrivée du Bennett, la gérante de l'établissement vient à leur rencontre pour avoir des explications. Désarmée, elle met Patrice en relation par téléphone avec la propriétaire. Après quelques minutes d'échange, un compromis a été trouvé. Elle m'a dit que est-ce qu'on doit enlever ça absolument cette nuit? Je lui ai dit non. On vous accorde la journée de demain jusqu'au samedi matin pour qu'on puisse le déplacer. Vous étiez au courant qu'il y avait un problème avec la fosse septique? Non, moi je ne suis pas au courant. On n'a pas reçu de convocation. Si on avait reçu de convocation, de la manière qu'elle a commencé à aménager le bar, elle a dû annuler ça. Voilà. C'est tout à l'heure que ouais, nous on a su que ouais, il y a un problème. C'est pourquoi directement, automatiquement, nous l'avons appelé. Alors que sur cette parcelle devait être créé un trottoir et réaliser des travaux d'assainissement, il a fallu attendre 10 jours pour que la propriétaire de l'établissement veuille bien déplacer sa fosse septique. Durant tout ce temps, et par manque de considération pour le travail du Bennett, aucun travaux n'ont pu être exécutés sur cette parcelle. De retour sur l'autre chantier, Patrice et son collègue ont une bonne surprise. La balayeuse a été réparée. Mais ce n'est que 24 heures plus tard que le bitume pourra enfin être posé. 24 heures plus tard, il revient sur le chantier. Entouré de ses équipes, il supervise la pose du bitume. Désormais, cette voie est prête à recevoir la couche finale. Les travaux touchent à leur fin. Le métier du génie civil est un métier à la fois créatif, pragmatique et humaniste. Car le travail de l'ingénieur génie civil profite à l'ensemble de la population. Et lorsque le client, la population seront satisfaits de la qualité des travaux, nous pourrons dire mission accomplie pour le BNET. Livrer un chantier est un véritable parcours du combattant. Matériel défectueux, erreurs de travaux, incivilité des populations, autant d'imprévus qui compliquent la tâche des agents du Bennett. Avec près de 200 projets par an, le Bennett est présent de la conception d'un projet à la réalisation des travaux. Sur les chantiers, le Bennett est un organe incontournable pour faire respecter les normes internationales. Construction de routes, réhabilitation de ponts à travers la Côte d'Ivoire. Pour en parler ce soir, le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, nous reçoit. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Monsieur Kinapara Koulibaly, vous supervisez à travers la Côte d'Ivoire plusieurs travaux de développement. Nombreuses personnes ne comprennent pas ce que le BNET fait en réalité. Qu'en est-il? Le BNET est aujourd'hui l'héritier de la direction et contrôle des grands travaux, la DGTX, qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Les principales missions du BNET sont des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des missions de maîtrise d'œuvre. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, il s'agit de conseils techniques. Vous conseillez qui exactement? Notamment l'État de Côte d'Ivoire à travers ses différents ministères. Et les missions de maîtrise d'œuvre dans les deux sens du terme, la maîtrise d'œuvre de conception et la maîtrise d'œuvre d'exécution. La maîtrise d'œuvre de conception, c'est-à-dire des études à différents niveaux d'avancement. Ça peut être des études préliminaires, des études sommaires, des études détaillées.
et la maîtrise d'œuvre d'exécution, c'est-à-dire le suivi et contrôle des travaux pour le compte d'un maître d'ouvrage. Pour être plus précis, c'est de s'assurer qu'une entreprise respecte le cahier des charges qui lui a été donné pour respecter la qualité, les délais et les coûts d'un projet. Comment vous suivez ces travaux et comment vous êtes sûr que ces travaux sont faits dans le respect des normes édictées? En ce qui concerne la maîtrise d'œuvre d'exécution, nous mettons en général sur les différents projets ce qu'on appelle une mission de contrôle. Ce sont des agents du BNET qui sont sur le terrain et qui suivent les travaux qui sont réalisés par les différentes entreprises. Concrètement, c'est quoi? C'est une fois que les études ont été faites et que l'entreprise a été sélectionnée, il y a un cahier des charges. Donc, au fur et à mesure de l'avancement des travaux réalisés par l'entreprise, il y a une équipe de contrôle, une mission de contrôle du BNET qui s'assure que le cahier des charges, les prescriptions techniques, les normes sont bien respectées par les différentes entreprises. Chiffre d'affaires pour l'année 2019, 30 milliards de francs CFA. Combien de routes avez-vous construites ou réhabilitées durant cette année 2019? Le BNET a travaillé sur l'année 2019 sur un peu plus de 150 projets dans tous ces domaines d'activité. Donc le BNET ne travaille pas que sur des routes. Le BNET travaille dans différents domaines, donc le bâtiment, l'urbanisme, l'aménagement territorial, le transport et ses infrastructures, donc les routes, l'environnement, l'agriculture, l'information géographique et les études économiques et financières. Donc c'est sur tous ces projets, tous ces types de projets sur lesquels nous intervenons. En ce qui concerne le secteur spécifique des routes, le BNET a travaillé pour le compte du maître d'ouvrage qui est le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier travaille sur une trentaine de projets sur toute l'étendue du territoire national à Abidjan et à l'intérieur du pays qui correspondent à un linéaire cumulé d'un peu plus 500 km. Certaines routes ont plus de 40 ans. Comment comprendre que d'autres routes qui ont été construites il n'y a pas très longtemps présentent des nids de poules et soient parfois délabrées? Est-ce un problème d'entretien? La qualité des matériaux est-elle mise en cause? On veut comprendre. C'est une question qui revient souvent, effectivement, et à juste titre, parce qu'il est normal que les populations ivoiriennes s'inquiètent des dégradations que l'on constate ici ou là sur certaines infrastructures, notamment routières. Quand on parle de dégradation, il faut regarder est-ce qu'il s'agit de dégradation précoce ou pas. Une infrastructure routière, notamment, est conçue pour une durée de vie. Quelle est la durée de vie, s'il vous plaît? Les études sont faites, les dimensionnements sont faits pour que cette infrastructure puisse vivre entre 15 et 20 ans. Si au bout de 15 ans, on a une infrastructure routière, par exemple, qui commence à se dégrader, c'est normal, parce qu'elle a atteint sa durée de vie, on va dire ça comme ça. Dans les cas où il s'agit donc de dégradation précoce, les causes peuvent être multiples. Lesquelles? Est-ce qu'il s'agit des problèmes qu'il y a eu lors de la conception, lors des études? Est-ce que les études ont été faites correctement? Est-ce que lors de l'exécution des travaux, est-ce que l'entreprise a travaillé correctement? Est-ce que la mission de contrôle a fait un contrôle de qualité? Et enfin, est-ce que dans la vie de cette infrastructure, dans la vie de cette route-là, pour donner cet exemple, est-ce qu'elle a été utilisée comme elle devrait? Une infrastructure routière qui est conçue pour durer 10, 15, 20 ans, si on se rend compte aujourd'hui qu'au bout de 6 mois, 1 an, elle se dégrade, il y a des sanctions qui sont prévues qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de marché public pour des entreprises ou pour des bureaux d'études. S'agissant donc des infrastructures, on aimerait savoir comment les marchés sont passés. Donc le process classique est de faire un appel d'offres pour sélectionner un bureau d'études qui va réaliser des études. Une fois que les études sont terminées, on fait ce qu'on appelle un dossier d'appel d'offres. D'accord. Et sur la base de ce dossier d'appel d'offres, on consulte un certain nombre d'entreprises
qui soumissionnent et qui, à l'issue de cet appel d'offres, sont sélectionnés pour réaliser donc les travaux. On a ce qu'on appelle un code des marchés publics qui régit très bien toute cette chaîne. Donc c'est la façon classique. Quelquefois, il peut arriver que pour certains projets où nous avons des impératifs donc, de délai, où on puisse aller directement pour sélectionner une entreprise pour faire des études ou pour réaliser des travaux. En parlant de travaux, M. Coulibaly, lorsqu'il y a des retards donc, dans la livraison, qui en est le responsable et en réalité qui paye? Les retards peuvent également avoir plusieurs causes. Est-ce que, par exemple, les emprises pour réaliser les travaux sont totalement disponibles? Est-ce qu'il y a des déplacements de réseau ou est-ce qu'il y a des déplacements de population à faire? Vous faites des études au préalable? Les études sont faites. Une fois que le projet a démarré, c'est de la responsabilité de la mission de contrôle et du maître d'ouvrage de s'assurer que l'entreprise de travaux respecte le cahier des charges et respecte la qualité et les délais auxquels il s'est engagé lorsqu'il a remis son offre. Donc, lorsque cela n'est pas respecté et qu'il y a des délais, il y a des pénalités qui sont prévues dans son marché pour l'inciter à respecter les délais. Est-ce qu'on peut penser ou imaginer que certains de vos agents seraient peut-être sensibles à certaines faveurs que pourraient faire ces structures qui sont maîtres d'ouvrage en réalité de ces travaux que vous supervisez? Et aujourd'hui, on se retrouve avec ces routes qui sont dégradées. On ne comprend pas. Vous parlez de 15 ans de vie. Aujourd'hui, au bout d'un an ou de 6 mois, on a des routes qui sont impraticables. En ce qui concerne le BNET, sur les projets sur lesquels nous intervenons, dans les projets sur lesquels nous sommes donc impliqués, certes, il y a le contrôle qui est fait par le BNET, mais nous sommes dans un environnement où il y a aussi donc, un représentant du maître d'ouvrage, donc qui est sur le terrain et qui s'assure que les travaux, les contrôles sont faits correctement. Quel est le mécanisme que vous avez mis en place en interne pour combattre ou prévenir la corruption? C'est un mécanisme à plusieurs niveaux, en externe et en interne. En externe, sur une mission de contrôle, avec l'entreprise, il y a aussi un représentant donc, du maître d'ouvrage. Ils sont tous corrompus. Au bout de 6 mois, par exemple, on va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Au bout d'un an, on va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Mais les dégâts sont là. Les dégâts sont là, mais après, s'il y a des dégâts qui sont constatés et que les entreprises n'ont pas bien travaillé et que la mission de contrôle n'a pas fait son job ou que les études n'ont pas été faites correctement, ben, il y aura des sanctions. Donc après, c'est à chaque entreprise de prendre maintenant ses responsabilités. Est-ce qu'elle veut jouer la roulette russe, graisser la patte à tout le monde, et puis à la fin, être interdit de marcher en Côte d'Ivoire? Et ce n'est pas pour dédouaner le BNET. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour de la corruption à gauche, à droite. Ça peut arriver, je suis d'accord. Monsieur Coulibaly, votre secteur, le secteur des travaux publics, vous savez qu'il est, je ne veux pas dire qu'il est gangréné, mais il y a quand même beaucoup de corruption, il y a le gros marché, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas un mythe. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est peut-être des rumeurs, peut-être qu'elles sont, je dirais, grossies, mais il y a quand même des faits. Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais entendu. Je l'ai entendu. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, j'ai mis en place, en tout cas en interne au BNET, un certain nombre de mécanismes pour s'assurer que s'il y a des cas de corruption qui sont avérés, c'est la tolérance zéro qui est appliquée au sein du BNET. Sanction. Sanction automatiquement. Quelqu'un qui détourne de l'argent, est-ce que le renvoi est une sanction en tant que telle? Sur le plan pénal, il n'y a pas quelque chose à regarder de ce côté? Vous détournez de l'argent, que ce soit de l'État ou d'une entreprise. C'est du vol. En ce qui concerne le BNET, c'est le renvoi. Oui. Ensuite, les juridictions, je laisse les juridictions compétentes se prononcer sur qu'est-ce qu'elles voudraient faire. Donc, le cas échéant, vous pourriez vous porter plainte? Ou le maître d'ouvrage pourrait porter plainte contre tel ou tel individu, bien entendu. On est un peu surpris de voir que ce sont les multinationales qui remportent la majorité des marchés ou qui sont en majorité sur le terrain. N'y a-t-il pas d'entreprises locales qui gagneraient également à être à vos côtés ou sur ces marchés? Vraiment, c'est un constat qui interpelle. Je dirais aussi que cela dépend. Cela dépend des projets, cela dépend des financements sur les différents projets et comment est-ce que les entreprises sont sélectionnées. Vous avez, par exemple, vu
lors de votre reportage que sur le projet donc, du boulevard de Marseille, c'est une entreprise ivoirienne, donc la route africaine, qui intervient. Donc, oui. En majorité, ce sont les multinationales. Donc, oui, le gouvernement est bien conscient de cette problématique et travaille pour pouvoir développer des champions nationaux, comme on dit, pour qu'il y ait de plus en plus d'entreprises ivoiriennes qui participent donc à ces grands projets de développement. Mais c'est un processus et je pense que nous y arrivons. Quelles sont donc vos perspectives et les enjeux pour l'année 2020, sachant que selon l'Institut national des statistiques, donc l'INS, le taux de croissance démographique en Côte d'Ivoire est de 2,6% par an. La vision du BNET aujourd'hui, c'est de faire du BNET un pôle d'expertise de haut niveau au service du développement et un partenaire privilégié de l'État de Côte d'Ivoire. Qui dit partenaire privilégié de l'État de Côte d'Ivoire dit continuer d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire, d'abord pour continuer de mettre en œuvre les grands projets du PND, tels qu'ils sont prévus sur l'année 2020, et d'accompagner le gouvernement aussi dans la mise en œuvre de son programme social du gouvernement. Pour l'année 2020, le BNET aujourd'hui assure la maîtrise d'œuvre pour le prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké. Il s'agit d'à peu près 120 km d'autoroute qui sont en train d'être construites. Et lorsque cette autoroute sera construite, on partira de Yamoussoukro à Bouaké en 45 minutes au lieu de 1h30, 1h45 aujourd'hui. Une fois que cette autoroute sera terminée, qui va changer le quotidien de la vie des Ivoiriens. Le BNET travaille aussi sur les grandes infrastructures qui sont prévues dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Pour rappel, il y a des infrastructures sportives et des infrastructures en termes d'hébergement qui sont construites dans les villes qui vont abriter cette Coupe d'Afrique des Nations, San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Voici quelques projets sur lesquels le BNET travaille et continue d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Merci M. Koulibaly de nous avoir reçus ce soir au BNET. Je vous remercie. Et d'avoir contribué à expliquer le rôle que joue cette institution en Côte d'Ivoire. Nous sommes, mesdames, messieurs, donc au terme de cette émission et nous espérons avoir contribué à faire comprendre ou mieux comprendre le rôle que joue le BNET en Côte d'Ivoire. Cette institution va continuer à assurer ses missions auprès de l'État de Côte d'Ivoire dans le respect des normes établies. D'autres chantiers vont être lancés pour renforcer les infrastructures actuelles et nous l'espérons en adéquation avec une démographie en constante évolution. Restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, un numéro exclusif réalisé par les équipes de Soprod. Bonne soirée à tous.